Le perchoir, prendre de la hauteur sur le tourisme de demain. Bonjour et bienvenue dans Le Perchoir, le podcast qui interroge les risques, les tendances et les enjeux du tourisme de demain. Nous sommes Lydie Baude et Jean-Philippe Platrose, une créatrice de contenu et blogueuse voyage locale, un consultant expert international et enseignant en tourisme durable. Des regards croisés pour un podcast qui fait réfléchir et voyager. Ah, le fameux touriste. Casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil dernier cri, appareil photo au cou et tongs aux pieds. Il envahit les espaces, ne respecte ni les lieux qu'il visite, ni les locaux. Le voyageur, lui, baroudeur, rêveur, amoureux du monde, recherche le dépaysement, l'aventure, l'expérience de vie et les rencontres. Mais le touriste ne serait-il pas un voyageur comme un autre ? Pourquoi et depuis quand l'homme voyage-t-il ? Quand le tourisme est-il né ? Faut-il partir à l'autre bout du monde pour voyager ? Des questions qui mêlent philosophie, histoire, économie, sociologie. Jean-Philippe Platrose nous donne son retour d'expérience, ses pistes de réflexion et son éclairage sur ce sujet passionnant. Bonjour Jean-Philippe, parle-t-on de voyage depuis la nuit des temps ? Quand est-ce que ce mot et ce concept sont-ils nés finalement ? Et surtout, pourquoi on voyage ? Bonjour Lydie. On peut considérer que l'homme tel que nous sommes aujourd'hui voyage depuis l'époque qu'on appelle Homo ergaster, c'est-à-dire en gros il y a 300 000 ans. Les premiers hommes sont partis, ont commencé à bouger, à découvrir le monde depuis une région qui maintenant est bien identifiée, qui se situe entre le sud du Kenya aujourd'hui et le nord de la Tanzanie d'aujourd'hui. Et après avoir, dans un premier temps, maîtrisé le feu, ils se sont mis sur la route par petits groupes, de manière à peu près certaine, pour remonter le long de l'Afrique, pour atteindre le Moyen-Orient, ensuite partir sur tous les continents. Donc c'est une notion très ancienne. Et pour faire un raccourci de l'histoire, c'est simplement au néolithique, c'est-à-dire en gros il y a 10 000 ans, que l'homme finalement va se sédentariser. On peut considérer donc que l'homme est génétiquement fait pour se déplacer et donc voyager. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque part une trace de la première personne qui a voyagé ? Est-ce que tu as un nom peut-être à nous donner ? Le premier, non, bien entendu, on ne sait pas, puisque je pense qu'ils n'avaient ni langage, donc forcément, ils n'avaient pas de nom non plus. La première personne dans l'histoire pour laquelle on a une trace, on va se retourner vers les grandes dynasties égyptiennes. Et cette personne a un nom, effectivement. On a trouvé la personne la plus ancienne pour laquelle on a des traces qu'il a bien voyagé. Son nom, c'était Hirkouf. Alors, si tu veux, je peux te donner quelques informations sur cette personne, puisqu'on a retrouvé sa tombe dans ce qu'on appelle la vallée des Princes, donc qui est sur la rive gauche du Nil, en face d'Assouan. Il avait un poste de responsable, de fonctionnaire pour le sud de l'Égypte, de ce qu'on appelle donc la Haute-Égypte. Et si on parle d'une période, eh bien, c'était en gros vers 2300 avant Jésus-Christ. Donc voilà, cette trace, c'est il y a 4300 ans qu'une personne, de manière certaine, a voyagé. Il est allé, on raconte sur sa tombe, c'est pas lui qui a écrit tout ça. Il y a 24 lignes de hiéroglyphes qui retracent ces différents voyages dans le sud de la région. Donc on appelait ça la Nubie à l'époque, et il est descendu, dit-on, jusque la région de Khartoum, au Soudan aujourd'hui, qui est à la confluence entre le Nil blanc et le Nil bleu. Mais ce qui est intéressant, c'est que, à part cette personne, donc Hirkouf, les voyages ont continué à travers les siècles et ont atteint une importance à l'époque romaine. Oui, alors continuons le fil de l'histoire des voyages. J'imagine que ce sont surtout des questions de migration à cette époque. Entre cette période égyptienne, donc en gros
euh, 2000 ans avant Jésus-Christ et puis l'époque romaine, c'est-à-dire les 2e, 3e siècles après Jésus-Christ. Sur ces 2000, un peu plus de 2000 ans qui vont se passer, on va voyager pour différentes raisons. Les raisons principales, c'est bien entendu des migrations qui vont être territoriales. On va rechercher et occuper de manière pacifique de nouveaux territoires. On va voyager aussi pour des raisons qui vont être des migrations qu'on va appeler économiques, soit par exemple pour un problème de famine, soit de la disette, soit pour des problèmes d'aléas météo. Et puis enfin, plus près de notre époque, vont commencer les migrations, les voyages pour des raisons de guerre, puisque lorsqu'on occupe un territoire et que le voisin vient empiéter, bah forcément il y a des populations qui sont amenées à se déplacer. Et ça, ben, malheureusement, ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, après l'époque romaine, c'est une période qui est importante puisque à l'époque romaine, on va commencer à structurer les choses. Donc, l'homme est sédentarisé déjà depuis, eh bien, comme je viens de l'indiquer, en gros 10 000 ans. Donc, à l'époque romaine, ça fait 8 000 ans que l'homme était sédentarisé. Les sociétés vont commencer à se créer et on va commencer, et ça jusqu'au Moyen Âge, à voyager réellement pour différentes raisons. Les deux raisons principales sont, dans un premier temps, voyager pour des raisons de santé. C'est à l'époque romaine que l'on va inventer le fait de se déplacer pour aller faire des cures thermales. Et donc, c'est aussi à l'époque romaine qu'on va inventer le mot spa, qui est donc vient du latin sanitas per aquam, la santé par l'eau. Et la deuxième raison pour laquelle on va commencer à voyager donc de l'époque romaine jusqu'à la fin du Moyen Âge, ce sont les pèlerinages. Donc on va voyager pour des raisons religieuses. D'ailleurs, le mot voyage vient de cette époque-là, vient du latin et a trait au pèlerinage. Le mot voyage en français vient du mot latin viaticum. Viaticum, c'est le nom qu'on employait pour le nécessaire à voyager pendant un pèlerinage. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on utilise le mot viatique, qui correspond exactement à la même chose. C'est l'argent qu'on utilise pour un pèlerinage. Et très tôt, les écrivains, les philosophes, les poètes vont vanter les mérites du voyage. Donc il y a eu aussi dans le subconscient des différentes civilisations un attrait à voyager. Si on remonte très très loin dans l'histoire, un philosophe comme Lao Tzu en Chine, donc ça on remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ, avait écrit le vrai voyageur n'a pas de plan établi et n'a pas l'intention d'arriver. Donc ça montre bien la vacuité du voyage, le fait qu'on ne voyage pas pour une raison précise. Donc la deuxième chose qu'on apprenait déjà à l'époque des Grecs, c'est Aristote, donc, qui était le mentor d'Alexandre le Grand, hein, je te rappelle. Il a dit cette phrase, l'aventure en vaut la peine. Et c'est intéressant cette phrase, l'aventure en vaut la peine. Donc on n'avait pas d'idée de voyage, hein, on parlait d'aventure à l'époque grecque, puisqu'on est là au 3e siècle avant Jésus-Christ, 4e même. En vaut la peine. La peine aujourd'hui, c'est ça vaut le coup, alors qu'il faut le prendre vraiment dans le sens premier du terme. La peine, c'est quelque chose de pénible. La peine, ça donne aussi l'étymologie du mot anglais travel, qui vient du mot travail. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Le mot travail, c'était le nom d'un instrument de torture qu'on appelait le tripalium. Donc, pour montrer, pour expliquer que voyager, c'était réellement quelque chose de pénible, de difficile, mais qu'on en retirait de grands avantages. Sénèque, au 1er siècle, disait à quoi sert le voyage si tu t'emmènes avec toi. Donc, dire aussi cette façon de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, on voit bien que jusqu'au Moyen Âge, voyager était certes difficile, mais qu'on en retirait quelque chose. Et ensuite, les deux grands voyageurs du Moyen Âge qui vont porter haut l'intérêt du voyage, qui vont commencer à faire fantasmer les foules, c'est dans un premier temps Marco Polo, dont la célébrité a traversé les siècles et est considéré encore aujourd'hui au XXIe siècle comme un des grands voyageurs. Donc Marco Polo a voyagé à la fin du XIIIe siècle. Et puis une personne qu'il n'a pas pu rencontrer, mais qui a également beaucoup voyagé, c'était Ibn Battuta, qui était vivait au ce qui sera aujourd'hui le Maroc. C'est une personne qui était née à Tanger, a voyagé au moins autant que Marco Polo, sinon plus, dans le siècle qui a suivi,
au XIVe siècle. Donc là, on a une importance de ces voyages liés aux grands chemins commerciaux qu'on connaît encore aujourd'hui, comme par exemple la route de la soie, dont Marco Polo a été un des chantres, a fait découvrir à l'Occident toutes les merveilles qui se passaient en Orient et en Extrême-Orient. Donc si je comprends bien, c'est à cette époque qu'on arrive un peu à une dimension mondiale du voyage? On est arrivé progressivement à mieux connaître le monde, à mieux voyager autour du monde avec les grandes découvertes. Tout le monde connaît bien entendu Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, qui aura été la première personne à faire le tour du monde en 1520-1521, même s'il a malheureusement laissé la vie en route. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui permettent de circonscrire la planète, de voir à peu près tous les continents de l'époque, donc de mettre en place les éléments qui vont permettre au voyage de se développer. Et puis, si tu permets, je vais te donner le nom du premier grand voyageur, la première personne identifiée qui a fait le tour du monde terrestre, puisque donc Magellan, c'était par la mer. La première personne connue qui a fait le tour du monde, c'est un Français originaire de Bretagne. Il s'appelait Pierre Malherbe et il a voyagé autour du monde depuis sa petite ville de Vitré entre 1593 et 1610. Il est parti autour du monde, il en a retiré différents avantages. Il a rencontré le roi de France à son retour en expliquant l'intérêt d'aller faire des implantations à travers le monde. Donc voilà, il est identifié, c'est un Français, Pierre Malherbe. Un livre a été, un roman, on va dire, a été écrit sur lui. On pourra laisser les références à nos auditeurs si ils le souhaitent. La première personne qui a fait le tour du monde, la première femme qui a fait le tour du monde, on la retrouve un petit peu plus tard, à l'époque, en gros, juste avant la Révolution française. Hein. Elle s'appelait Jeanne Barré, elle était originaire de l'Ain. Et elle est partie de manière tout à fait incroyable dans l'expédition de Bougainville en se cachant son sexe, puisque à l'époque, lorsque Bougainville a fait le tour du monde sur son bateau, eh bien, les femmes étaient interdites à bord. Et donc, Jeanne Barret, qui était l'assistante et l'amante en même temps d'une des personnes qui étaient à bord, qui était donc un scientifique, en cachette est monté à bord de ce bateau et a pu faire le tour du monde. Et donc arrive le XVIIIe siècle avec les fameux 3 tours du monde consécutifs de l'anglais James Cook, qui vont là aussi apporter au monde, puisque la presse va se développer entre-temps, apporter au monde entier la possibilité de lire ses aventures, d'avoir une idée du monde, et à partir de ce moment-là, tout va s'accélérer. Alors merci pour ces années d'histoire balayées en quelques minutes. J'ai appris plein de choses. Mais au fait, comment le voyage, du coup, s'est transformé vraiment en tourisme? Alors ça, c'est une bonne question. Comment le voyage s'est transformé en tourisme? Il y a un élément important qui va se passer en gros à la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui va prendre son origine en Angleterre. Les années précises, on va dire 1660. Dans le cursus des universités anglaises, qui étaient donc fréquentées à l'époque par l'aristocratie, il était de bon ton, à la fin de ses études, de faire en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un stage, et donc de faire le grand tour. C'était le mot anglais qui était utilisé, qui venait du français le tour, donc comme le tour du potier. Et ce grand tour permettait, eh bien, comme sur un tour de potier, de partir de quelque chose de confus, un bloc de glaise, et en tournant, d'arriver à former quelque chose de fini, un pot, un vase, une assiette. Et cette même image a été reprise donc par l'aristocratie anglaise, qui envoyait donc leurs jeunes diplômés venir se frotter
à la vie sur le continent. Et donc les Anglais traversaient le Channel, la Manche, pour venir soit en France, soit en Belgique ou aux Pays-Bas, et passaient en gros entre 4 mois et 1 an sur le continent pour développer de nouvelles techniques. C'est un petit peu ce qui a été repris ensuite avec les personnes qui, dans les artisans, faisaient eux aussi le tour de France pour justement se perfectionner au contact d'autres personnes. Ça, c'est l'origine du mot, enfin oui, du tourisme, de la définition du tourisme. Diderot, dans son encyclopédie en 1751, donnait déjà une idée sur cette façon-là, et il disait aujourd'hui, donc en 1751, les voyages sont en Europe une des plus importantes de l'éducation pour la jeunesse et une partie de l'expérience chez les vieillards. Diderot continuait en disant les voyages étendent l'esprit, l'élèvent, l'enrichissent de connaissances et le guérissent des préjugés nationaux. Ces deux phrases-là montrent bien qu'on percevait déjà un élément complémentaire à simplement l'aventure. Partir à l'aventure, c'est une chose. Partir en voyage, ça devenait un petit peu différent. Et c'est le point de départ de réflexion sur lesquels on va utiliser les bienfaits du voyage pour se développer soi-même. Les philosophes au XVIIIe et XIXe siècle vont aussi aller dans le même sens. Émile Zola, par exemple, disait on ne développe l'intelligence jamais autant qu'en voyageant. Ou Hippolyte Taine, qui avait cette phrase qui est une de mes favorites, on voyage pour changer non de lieu, mais d'idées. Donc, on avait bien dans ce principe-là le fait que la destination en elle-même n'était pas le principal objet du voyage, mais la façon de se trouver transformé à son retour. Super intéressant, bah, merci beaucoup. Du coup, je rebondis un petit peu parce que du coup, on parle de tourisme, mais du coup, on parle automatiquement de touriste et c'est vrai qu'on emploie rarement ce mot pour en dire du bien, aujourd'hui en tout cas. Il envahit les espaces, il détruit la nature, il ne respecte pas les locaux. Tandis qu'au contraire, on a tendance à encenser le voyageur, qui lui recherche le dépaysement, l'aventure, les rencontres. Alors le touriste, n'est pas un voyageur comme un autre? On vient d'évoquer le fait que le tourisme, à ses grands débuts au XVIIe et XVIIIe siècle, était lié à une classe particulière, celle des aristocrates, et deux, des personnes qui étaient éduquées. Et puis, progressivement, au cours du 19e siècle, une personne va modifier complètement ce principe-là, et elle va donc amener une sorte de démocratisation dans le voyage. Le fait de voyager en groupe va être proposé pour la première fois en 1841, et la personne qui a eu cette idée d'organiser un voyage de groupe, tout le monde connaît son nom, il s'appelait Thomas Cook. C'est lui qui a organisé donc ce premier voyage organisé et qui a ensuite structuré l'activité qu'on va appeler agence de voyage. Donc ça remonte à 1841. Et est arrivé ensuite en France principalement, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, les premiers congés payés en 1936, et à partir des années 60, par l'augmentation de la durée de ces fameux congés payés qui en 36 étaient simplement pour 2 semaines, puis 3 semaines et 4 semaines à partir de 1969, et puis 5 maintenant. Le tourisme va devenir de plus en plus populaire. Pour se donner une simple idée, en 1950, date de la création de l'Organisation mondiale du tourisme, on a recensé 25 millions, seulement 25 millions de touristes internationaux dans le monde. En 2000, il y en avait 700 millions. Et en 2019, on va dire, juste avant le Covid, on a atteint la barre de 1,460 milliard de touristes. Donc on voit bien qu'il y a une augmentation extrêmement importante, et que forcément ceux qui sont restés sur ce qu'était le 19e siècle peuvent considérer que maintenant il y a trop de monde, d'où le fait que le tourisme ait cette mauvaise presse que tu évoquais à l'instant. Mais aujourd'hui, on peut considérer que le tourisme est partout, et donc forcément que le touriste supplante largement le voyageur.
peut-être de l'ordre de 99%. Donc on pourrait presque facilement retourner la question. Le voyageur est devenu systématiquement un touriste comme un autre, même, y compris le randonneur ou le camping-cariste qui souvent le conteste, mais c'est juste que certaines personnes ont un sens peut-être plus acéré des valeurs intrinsèques et des valeurs historiques du voyage, tel qu'on vient de l'évoquer. Mais il y a une chose qui est pour moi importante, le touriste, c'est pas non plus un gros mot. Il y a façon et façon de voyager. Si on s'en tient simplement à ce que donne comme définition du tourisme l'Organisation mondiale du tourisme, donc l'OMT, la définition c'est presque sans équivoque, le touriste est une personne qui se déplace hors de chez elle pour passer au moins une nuit à un autre endroit, peu importe comment et peu importe où elle va. Donc, effectivement, partant de ce principe-là, on est tous touristes. Même le randonneur qui part avec son sac à dos, bah, il va passer une nuit en dehors de chez lui et donc il rentre dans la catégorie touriste. Comment en est-on arrivé là? Les touristes sont de plus en plus nombreux pour différentes raisons. On a une augmentation de la durée des vacances, on l'a vu. On a en même temps une baisse des prix du transport, principalement avant le Covid, même donc depuis le Covid, ça a un petit peu augmenté de ce côté-là. On a une augmentation du niveau de la vie, non seulement en France, en Europe, mais aussi dans de très nombreux pays qui ont donc été en voie de développement et sont maintenant aujourd'hui considérés comme développés. On a les réseaux sociaux, on a un phénomène de mode, on a des sites collaboratifs, je pense à Airbnb, qui permettent maintenant d'avoir accès au voyage de manière plus facile et moins chère que ce que c'était avant. Mais dans le même temps, s'ouvrant à une plus grande masse de voyageurs, eh bien, on n'a pas tous la même éducation à la base. Certaines personnes de pays en voie de développement découvrent le tourisme pour la première fois et se comportent à l'étranger comme ils se comportent chez eux. Je ne veux pas mettre de nom sur ces personnes-là, mais on sait très bien quand on voyage qu'on se retrouve des fois confronté à des personnes qui viennent d'autres continents et qui n'ont pas la façon qu'on a de voyager et vice-versa. Hein. Lorsque nous, on est à l'étranger, on se comporte aussi de manière un peu différente. Donc, il y a aussi peu de sensibilisation sur les risques chez les voyageurs, mais aussi sur la destination. Il y a trop de monde qui sont concentrés sur les mêmes lieux. On a une promiscuité qui va créer des problèmes que tu évoques. Et donc, aujourd'hui, les grandes valeurs originelles du voyage, telles qu'on l'a évoqué au siècle des Lumières, sont en grande partie diluées dans l'industrie du tourisme. On a cette différence entre, d'un côté, l'aventure et le voyageur, et de l'autre côté, le touriste et l'industrie du tourisme. Donc, c'est deux activités qui sont complètement différentes. Euh, et malheureusement, je le concède bien avec toi, le voyage aujourd'hui peut être considéré comme un bien de consommation et le touriste peut être, dans certains cas, simplement considéré comme un élément statistique. Mais il est quand même bon de rappeler à nos auditeurs que le tourisme, c'est une activité qui représente un emploi sur 10 dans le monde et plus de 10% du PIB mondial. Donc ça a aussi son importance. Alors, tu parlais tout à l'heure de ta phrase un petit peu préférée. Nous, chez les hiboux, notre credo, c'est plutôt le voyage commence à 2 pas de chez soi et le dépaysement est au pas de notre porte. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Et ou alors, est-ce que tu penses que le voyage doit être lointain pour être considéré comme tel? Alors, pour moi, le hibou a raison et la chouette est sage en l'occurrence. J'ai j'ai exactement le même avis. Je dis souvent que l'aventure commence quand on a claqué la porte de chez soi, soit valise en main, soit sac sur le dos. Et ça me rappelle aussi le titre d'un livre du philosophe Pascal Bruckner qui avait écrit à la fin des années 70. T'es trop jeune pour avoir connu ça, mais il a écrit un livre qu'on trouve encore en poche, Au coin de la rue, l'aventure. C'est le titre du livre. Effectivement, on a cette
bizarrerie que depuis, on va dire, les 50 ou 70 ans, l'avion permet de rejoindre rapidement et économiquement tous les coins du monde. Et paradoxalement, il y a une sorte de surenchère à toujours aller plus loin. Au lieu de se contenter simplement d'aller plus vite et ou plus sûrement à destination et de profiter plus longtemps finalement du temps du voyage qu'on a gagné pour découvrir la destination, eh bien, il y a cette surenchère à aller systématiquement plus loin. Pour moi, je considère que la destination est devenue un marqueur de réussite sociale. Pas que, mais ça en fait partie. Et la preuve, on l'avait déjà évoqué ensemble, le mot faire une destination. On va faire, entre guillemets, l'Afrique du Sud cet été, et du coup, la destination, Afrique du Sud, dans ce cas-là, peut suffire à son ego. J'étais la semaine dernière dans le Cotentin et bah, c'est clairement moins sexy que d'évoquer mon prochain voyage au Népal. Pourtant, en ce qui me concerne, j'ai retiré de belles expériences aussi, des découvertes inattendues, des échanges qui m'ont semblé riches avec les pêcheurs locaux, avec les habitants chez qui j'ai logé. Mon bilan carbone est resté raisonnable. D'ailleurs, ça m'empêche pas de faire aussi une contribution pour essayer de le réduire. Mais donc, comme quoi on peut rester dans notre beau pays qui vraiment offre une diversité très très importante et profiter de l'expérience du voyage. Donc, bien sûr, voyager à l'étranger, voyager dans des cultures, des pays de cultures complètement différentes, c'est très enrichissant. Si on accepte l'idée de se confronter justement à ce changement. Et je peux faire qu'encourager les candidats au voyage à réaliser tous leurs projets, qu'ils soient lointains ou plus proches, en fonction ben, de différents critères entre le rêve et la réalité des capacités qu'on a, aussi bien dans le temps que financièrement pour réaliser ces projets. On va se limiter, mais en tous les cas, la destination, l'éloignement n'est pas un passage obligé, pas en tous les cas, pour moi, dans la répétition des fêtes. Partir une fois en Asie pour connaître l'Asie, on n'est pas obligé après de systématiser tout le temps cette destination. Et au-delà de la distance, il se pose également l'impact écologique qu'on peut aujourd'hui plus ignorer de tels voyages lointains dans un monde qui est de plus en plus fragile. Bah, merci beaucoup encore pour. Je vois qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Mais c'est vrai que le voyage, du coup, on a l'impression que le voyage permet de s'évader du quotidien, donc de s'enrichir, d'ouvrir ses horizons. Le voyage est donc le meilleur moyen, tu penses, pour l'homme de grandir et d'évoluer? Alors moi, c'est vrai que j'aime par-dessus tout voyager, mais j'aime beaucoup également revenir chez moi. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Alors, sur la première partie de ta question, oui, le voyage est un excellent moyen de se développer, de se confronter, de sortir de sa zone de confort, de se confronter à l'autre, à se confronter à des situations qu'on n'a pas l'habitude de vivre au quotidien chez soi, et donc forcément d'apprendre, et donc en apprenant d'évoluer. En ce qui concerne la deuxième partie de ta question sur le retour, l'envie, le besoin de rentrer à la maison, bah, c'est souvent habituel, ce fameux mal du pays. Tout le monde, ou presque, en est sujet. C'est un petit peu comme le décalage horaire, comme le mal des montagnes, comme la tourista, pour ceux qui connaissent des pays où ce genre de symptômes est fréquent. On a vu dans l'histoire que le voyage était synonyme de grande fatigue. Bon, tu te rappelles le mot travel, qui vient du mot travail et qui signifie voyager avec grande peine. Donc ce voyage-là, dans l'histoire, c'était des grandes fatigues, mais c'était aussi, on peut dire avec le mot d'aujourd'hui, un grand stress. Et sortir de la zone de confort que je viens d'évoquer à l'instant peut être épuisant pour beaucoup d'entre nous sur le moyen terme. On tient tous on va dire 8 jours, 9 jours, 10 jours. Mais lorsqu'on parle de voyages plus longs,
va commencer à arriver ce début de ressenti qui donne envie de rentrer. Chercher à s'impliquer dans son voyage, à vivre des expériences, à partager, à chercher à comprendre la richesse, mais aussi la fragilité ou la complexité de notre monde, de sa biodiversité, des cultures, voire des langues différentes, ben, forcément, ça demande des efforts intellectuels. On pompe un petit peu sur notre énergie. Je dis souvent que voyager, c'est apprendre, c'est prendre, mais c'est aussi donner. Et en fait, on donne beaucoup lorsqu'on voyage, ou on devrait donner beaucoup lorsqu'on voyage. Il faut bien faire la différence entre voyager, qui est donc apprendre, et puis le tourisme de simplement repos, c'est-à-dire on va quitter son chez-soi pour aller passer des vacances, et vacances, ben, ça veut dire ne rien faire, être vacant, un appartement vacant, c'est un appartement qui est vide. Il y a bien donc une grande différence entre des vacances et un voyage. Et lorsqu'on parle de voyage, il y a effectivement cette partie de fatigue qu'il faut prendre en compte. Dans nos voyages touristiques, on a quasiment tous une date figée pour le retour. Pourquoi? Bah, simplement parce que le billet d'avion est à telle date, mais aussi parce qu'il faut reprendre le travail, parce qu'il faut reprendre les cours si on est étudiant, il faut s'occuper de l'école des enfants, il faut s'occuper du courrier à éplucher, des factures à payer, des impôts. On a aussi un manque qui va s'installer. La famille va commencer à manquer, la fratrie, les parents, les grands-parents, le souci peut se mettre en place, les amis, le jardin pour ceux qui ont la chance d'en avoir, la sécurité, le confort, la nourriture, voilà, ce sont des éléments qui vont créer ce manque. Et puis, il arrive aussi un moment où les différences culturelles deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Par exemple, pratiquer une langue qui n'est pas la nôtre au quotidien, que l'on maîtrise plus ou moins bien, qui vont amener des quiproquos, ben, ça c'est quelque chose qui, à la longue, fatigue. Une différence dans la nourriture, trop épicée par exemple, ça va fatiguer. La santé, le climat, l'hygiène, l'insécurité locale, ce sont des éléments à prendre en compte. Et l'ensemble de ces éléments vont donc nous pousser à être contents de rentrer retrouver notre domicile, nos racines finalement. Notre baguette de pain, notre camembert, un verre de vin, notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues de bureau, que sais-je, notre facteur peut-être, retrouver pour raconter, pour partager et puis aussi pour se rassurer. Donc je suis bien conscient que cette difficulté et ce plaisir à rentrer est son importance. Et à titre personnel, ben, je ne fais pas exception. Moi aussi, il m'arrive par moment, même si la résilience s'est installée et que j'arrive à tenir plus longtemps, jusqu'à 10 semaines par exemple, mais à un moment donné, ben, le rêve de Roquefort ou d'un bon Paris-Brest bien régressif va commencer à arriver et donc c'est le signe du retour nécessaire. Dans un autre sens, il m'est aussi arrivé assez fréquemment d'être triste à l'idée de rentrer. Donc, comme quoi, tu vois, devoir quitter des gens que l'on sait ne jamais revoir, quitter une sorte d'ambiance, une insouciance, je pense que c'est un ressenti finalement qui est strictement personnel et qu'il est difficile à dupliquer. Il faut laisser les choses se faire. On peut tenter de l'expliquer comme je viens d'essayer de le faire, mais chaque attitude est respectable. Et je pense que le temps arrive aussi à faire changer ces critères. On est peut-être avec l'âge, on est moins soucieux de certaines choses ou on accepte plus facilement ces changements. C'est les éléments de réponse que je peux apporter à ta question. Ben merci, effectivement, le volet nourriture m'a beaucoup parlé. Après 2 mois au Canada, j'étais très, très contente de retrouver, ma Drôme et mon Ardèche natale pour ses fromages, pour ses spécialités, voilà, Les c'est ravioles? voilà, effectivement, le ventre rappelle, à la maison. Bah, merci en tout cas, Jean-Philippe pour, ces échanges ultra enrichissants et Merci à puis, toi. voilà, je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt Lydie, à bientôt à tous. Non, tourisme
touriste n'est pas un gros mot. Oui, le vinelifer, le camping-cariste ou le backpacker est un touriste comme un autre. Merci Jean-Philippe pour ces échanges toujours aussi passionnants sur le sujet. Nous espérons que ces quelques minutes en notre compagnie vous permettront d'y voir un peu plus clair sur ce célèbre débat touriste versus voyageur. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des étoiles si cela est possible. Les références abordées dans nos échanges sont à retrouver dans la description du podcast. À bientôt pour un prochain épisode et en attendant, bon voyage à vous tous!